le photojournaliste, pour moi, il a un métier tellement important dans le fait qu'il faut réhumaniser le monde, qui est tellement déshumanisé, dans le fait qu'il faut que les gens, et donc du coup moi, mon public, les élèves, et donc par extension les futurs citoyens et les enfants, les jeunes enfants, les adolescents, puissent de nouveau se regarder l'autre, tendre la main, passer par-dessus leurs préjugés, s'aimer. Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans cette émission audio, je partage avec vous de grands entretiens avec des experts de la photo, de la vidéo, du journalisme ou encore de l'entrepreneuriat, dans le but de vous aider à progresser et vous épanouir dans votre activité professionnelle. Cette semaine, nous avons rendez-vous au CIP, le Centre international du photojournalisme à Perpignan, avec Barbara Mercuri. Dans cet épisode, on va longuement parler d'éducation aux médias, notamment dans le cadre du festival de photojournalisme Visa pour l'image. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en le partageant ou en laissant un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous laisse en compagnie de Barbara et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Barbara, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, Barbara Mercuri, je suis professeure de lettres en collège-lycée et j'ai en charge le service éducatif du CIP, Centre international du photojournalisme, Visa pour l'image, qui se situe à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Super. C'est quoi le CIP concrètement ? C'est quoi ses missions ? Quelle est l'activité du CIP toute l'année ? Alors, le Centre international du photojournalisme, il émane de l'association Visa pour l'image. En 2015, il y a un labo constitué notamment de Jean-François Camp et Annie Boula qui a réfléchi sur ce que pouvait devenir et comment on pouvait actualiser, réactualiser et donner vie à des photos d'actualité qui pouvaient dater, c'est-à-dire le travail des photojournalistes qu'il date de 94, 1980 et même avant. Qu'est-ce qu'il devenait et comment on pouvait finalement le réutiliser. Ça va venir. Donc l'idée c'était de créer un fonds photographique, une photothèque, un fonds photographique avec des donations de photojournalistes et ensuite d'avoir un travail comme une sorte de devoir de mémoire ou de rendre âme à des faits d'actualité passés qui avaient des échos et qui ont des échos dans l'actualité présente. Donc le CIP, il émane de cette volonté de mettre en avant le travail des photojournalistes, même s'il date, parce qu'il est de toute façon toujours d'actualité. Ça, c'est la première veine. D'autre part, le festival Visa pour l'image, il est en place 4 semaines, 2 semaines ouvertes au public avec la première semaine pro et la deuxième public et 2 semaines scolaires maintenant où les établissements de français de l'étranger peuvent venir visiter et avoir des entretiens avec les photojournalistes. L'idée, c'était aussi de pérenniser en fait dans le temps l'action en éducation aux médias et l'information et la visibilité du photojournalisme à Perpignan. Donc en créant le Centre international du photojournalisme ouvert à l'année, qui propose des expositions à l'année et qui propose des activités d'éducation aux médias et l'information à l'année, c'était justement de pouvoir pérenniser, de faire écho au festival où justement, au niveau des écoles, collèges, lycées, de préparer à cet événement international qu'est le festival Visa pour l'image, mais qui intervient en début d'année. Ce qui est toujours un matériau quand même difficile pour les enseignants, même si ça fait des années, par exemple, que le CLEMI, le Centre de liaison des médias et de l'information à l'éducation nationale existe. Il a été créé dans les années 80, donc l'étude de l'éducation aux médias et de l'information date pas de maintenant. Le photojournalisme, et en particulier le Festival Visa pour l'image, dans le contenu de son editing, est toujours un matériau qui est compliqué à appréhender et à transmettre aux élèves. Donc le préparer l'année d'avant, avec les enseignants et avec les élèves, c'est toujours intéressant. Voilà. Super intéressant. Comment, en termes de chiffres ou à la louche comme ça combien d'écoles viennent pour qu'on se rende un peu compte peut-être de l'ampleur du festival ? Du festival. Alors, sur la semaine professionnelle, on l'a vu,
Et puis dans d'autres podcasts aussi, on l'a vu que tous les pros ou presque essayent de venir à Visa presque tous les ans. Mais pour les écoles et surtout les professeurs aussi, ça représente quoi à peu près? Alors, sur les 2 semaines scolaires, avant il y en avait qu'une, puis on en a fait 2 parce que le festival le festival se développait, les écoles demandaient de plus en plus de visites, donc il a fallu qu'on étende à 2 semaines. Pour qu'en plus ce soit quand même beaucoup plus agréable d'être dans les lieux d'exposition. Donc, depuis que les scolaires existent, on s'échelonne entre 14 000 et 20 000 scolaires, ce qui est énorme. Voilà. Donc, par exemple, pour les chiffres de l'édition 2023, il y a eu environ 15 000 visiteurs, entre 15 et 20 000 visiteurs, plus de 400 groupes sur la première semaine et environ 150 groupes sur la deuxième. Donc c'est beaucoup, c'est une fréquentation qui est très importante. Cette fréquentation, elle concerne essentiellement l'Occitanie avec environ 93% d'établissements qui viennent de l'Occitanie, donc PO, Aude, Haute-Garonne, etc. Et puis on a quand même des établissements qui viennent du Hauts-de-France, du Hauts-de-France. Ouais, ou des Hauts-de-France, de la Normandie, de la Catalogne et d'Andorre. On a le lycée, par exemple, qui vient chaque année. On a le lycée français de Barcelone. On a des établissements de Lille qui viennent sur une semaine, etc. Et pour les chiffres un peu plus précis, l'année dernière, on avait donc 183 lycées généraux et technologiques, 120 collèges, 46 écoles élémentaires et autres IME. On a des IME. Des écoles bilingues, des CFA, des centres d'accueil de mineurs, des écoles privées hors contrat. Ça concerne à peu près 7% du chiffre total. Donc c'est assez divers et varié comme public en fait. Oui, c'est-à-dire que ça c'est une volonté de Jean-François Leroy, le directeur artistique du festival, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse à un moment appréhender une des expositions. Parce que évidemment, ce qui se dit souvent, c'est que Visa pour l'image, c'est violent et que c'est compliqué d'y emmener les petites classes ou les publics ultra sensibles. Non. Il y a toujours dans l'editing, il y a toujours dans le choix des exposants et des reportages exposés, des expositions qui sont tout à fait, qu'on peut tout à fait montrer aux plus petits, ou alors aux populations plus sensibles. Par exemple, je pense notamment cette année au reportage de Michael de Weerplana sur Mayotte. Et ce sont des photos comme Michael en fait toujours. Ce sont des photos qui sont extrêmement informationnelles, hyper documentées. C'est un travail au long cours. C'est quelqu'un qui a aussi la parole des sujets photographiés et ces photos, elles sont pas, même si elles traitent d'un sujet extrêmement violent, elles ne sont pas violentes dans la réception qu'on peut en faire dans un premier temps. Voilà. Et ça, tu veux dire, en gros, ça se pense quand Jean-François fait l'editing au départ ou quand il sélectionne, il pense déjà un peu à ça en toile de fond, en se disant cette photo, on va peut-être pas la mettre parce que ça va choquer un jour. Alors non, parce que c'est quelqu'un qui a un parti pris qui est très objectif, éclairé, mais là il faudrait l'interviewer à lui parce que je vais certainement pas parler à sa place, il apprécierait pas. Ouais. Mais en tout cas, dans la réception que j'ai moi en tant que regardante du festival Visa pour l'image depuis des années, ce que je trouve très juste, c'est que il ne s'empêche aucune photo, et ça il le dit clairement, et il a raison. L'actualité, c'est pas quelque chose de doux, voilà. Ça peut l'être. Il y a des photos qui sont, voilà. Donc c'est pas quelque chose de doux. D'autre part, quand un photojournaliste montre des images qui sont reçues comme violentes et qui témoignent d'une violence, c'est une réalité dans un premier temps, mais c'est aussi une manière de montrer que le monde bouge, que le monde vit et que les sujets, quand ils sont morts, il y a toujours derrière la notion de vie. Et que donc la réaction et l'engagement sont, après l'état de stupéfaction qu'on peut avoir devant une photo, l'état de choc, l'état de détresse, l'état qui sont des émotions totalement personnelles, elles doivent faire naître quelque part chez celui qui regarde une réaction. Voilà. Enfin, moi je vais pas parler à la place de Jean-François Leroy, mais en tout cas en tant que professionnelle de l'éducation aux médias et à l'information, qu'enseignante aussi, que parent,
Moi, mes enfants, ils viennent à Visa pour l'image depuis qu'ils ont 4 ans. Et je ne pense pas les avoir traumatisés. Seulement, on n'emmène pas les gens comme ça, tout de go devant des expositions, sans les avoir préparés, sans nous-mêmes les avoir regardés, travaillés, sans les avoir choisis aussi. En tout cas, pour ces publics qui sont des publics scolaires. Après, le public adulte, c'est un public averti. Voilà, moi je parle de... Les responsables. Voilà, et je trouve donc très très juste ce festival. J'espère et cette volonté de Jean-François Leroy de ne se censurer sur rien. Il a une liberté dans sa direction artistique qui est hyper appréciable et très très... Enfin voilà. C'est vrai qu'il le dit tous les ans dans les éditos et donc là, bon, on renouvelle notre invitation à Jean-François s'il veut venir sur le podcast pour s'exprimer sur ça serait chouette. Pour venir sur la question de justement des images qui sont diffusées et de la réalité qu'elles montrent, parce que c'est vrai que Visa a cette image de montrer des images assez violentes, ou en tout cas de la réalité telle qu'elle est. Comment un professeur fait justement pour expliquer ça à un public qui par ailleurs peut venir peut-être d'un milieu difficile. Tu parlais d'IME, etc. C'est vrai que les gens parfois ont connu aussi la violence dans leur famille ou dans leur cercle proche. Comment on fait justement pour expliquer ça en prenant de la distance ou pas? C'est quoi le bagage, les outils que tu as pédagogiques à t'apporter? Alors, elle est vaste la question. Donc, je vais partir d'un exemple. Après, tu remettras dans le sens que tu veux. Il y a quelques années, il y a 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, on a reçu pendant la semaine de la presse et des médias dans l'école, initiée par le Clémy, et pour laquelle, on en parlera peut-être plus tard, on fait 4 semaines d'intervention au niveau des scolaires. Donc on reçoit des photojournalistes qui ont des ateliers de 3 heures avec des élèves. On a reçu Lizzie Sadin qui a beaucoup travaillé sur les violences conjugales. Voilà, donc avec des images très fortes, très décadrées, et qui, ce qui est très difficile en photojournalisme, d'appréhender la souffrance de l'autre sur des portraits qui étaient contextualisés. Elle a reçu des classes, donc je ne vais pas citer les établissements scolaires parce que je ne veux pas non plus stigmatiser les élèves. Elle a reçu des classes dans lesquelles il y avait une forte quantité d'élèves qui vivaient des situations de violence extrême à la maison. C'est très bien passé. Parce que le discours photographique, moi je ne suis pas psychologue, donc je ne vais pas du tout aller sur ce terrain-là. En règle générale, on fait très attention, on prévient le photojournaliste, on sait juger l'élève, on peut le questionner, on peut l'inviter à sortir s'il en a envie. Mais la représentation d'une réalité que l'élève vit ou a vécue n'est pas forcément ce qui va le plus le choquer. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant et ce qu'on a constaté, c'est que parfois ça libère la parole, parce qu'en fait ça arrive à l'autre. Parce qu'en fait, cette violence, elle est dans un cadre. Parce qu'il faut savoir que les photos de Visa pour l'image, il y a une distance qui se fait physique. On n'est pas dans la photo. On est à l'extérieur de la photo, souvent à environ 1 mètre. La photo, c'est déjà une représentation de la réalité. D'accord ? Donc ça n'est pas la réalité. Voilà, elle se lit d'une certaine manière et il faut accompagner l'élève. Ensuite, elle est dans une sorte de Marie-Louise et elle est dans un cadre. Donc, si tu veux, déjà, la réalité, elle est très distanciée. Et c'est ce qui va permettre à Visa pour l'image, et ce qui est intéressant, sur des images dont tu as dit qu'elles étaient violentes, ce qui va permettre de les regarder. Je ne pense pas que la somme du public qui vient serait capable de voir ce qu'il y a sur l'image dans la vraie réalité. Je ne pense pas. Déjà, ils n'y vont pas. Ils vont pas en Ukraine. Ils vont pas là où la tranque aux États-Unis elle est déversée. Ils ne vont pas dans les hôpitaux voir les suicidés chez les jeunes qui viennent à Mayotte, etc. Si eux, ces réalités-là, ils iraient pas. Ces réalités-là, ils ne les supporteraient pas. Et pourtant, tu as vu le nombre de visiteurs qui regardent ces photos. Donc, il se passe la même chose avec les scolaires, sauf que ça se fait de manière plus spontanée, cette distanciation. Et chez les publics qui ont vécu, par exemple, la violence que montrait Lizzie Sadin, ce qui a été intéressant, c'est que chez la plupart, ce qui s'est dit ensuite, quand on les a quand même interrogés, c'est que en fait, c'est pas que eux qui la vivent. Et ça, c'est très important. Voilà.
Comment ? Après, moi, je suis pas psychologue, je veux pas faire de la psychologie en herbe. Ouais. Après, sur les images violentes, on fait attention. On montre pas à des écoles primaires le sujet sur Gaza. C'est pas possible. Vous sélectionnez les expositions que vous allez montrer ou pas montrer. Hein. Alors, en fait, pour ce qui est strictement du festival Visa pour l'image, il y a deux choses. Les 99% des enseignants, ce sont des enseignants, ce sont des profs. Alors on a beau dire que le prof, il travaille énormément, il vient en amont visiter les expos où il a les images sur Image Évidence. Voilà. Donc il travaille les expositions en amont. Il les travaille, il va les regarder, il les sélectionne et ensuite il est là pour éduquer au regard. Donc il va travailler la manière dont l'élève va s'interroger sur ce qu'est une photo de presse, sur ce qu'est une information, sur ce qu'est l'émotion, sur ce que véhicule une information. Est-ce qu'elle mène à l'information ou est-ce que justement elle la pallie et donc à réorienter ce chemin-là. Il va travailler sur ce que c'est qu'un sujet, le choix d'un sujet par l'intermédiaire du synopsis ou de la parole du photojournaliste. Il va travailler sur l'intention et la démarche qui sont extrêmement importantes, notamment chez Visa pour l'image. Et il va travailler sur le fait qu'une photo de presse, c'est d'abord une photo qui peut se voir dans un journal, un magazine, un quotidien, en ligne ou presse papier, d'accord ? Qui raconte quelque chose. Le meilleur des exemples, c'est l'AFP, l'Agence France Presse, qui a une photo quotidienne de l'information, qui se lit d'une certaine manière parce qu'elle est unique. Et la démarche photojournalistique de Jean-François Leroy, qui est de présenter des reportages d'une quarantaine de photos, ça dépend des expositions, et dans ce cas-là, la narration se fait complètement autrement. C'est-à-dire que la photo de presse, elle prend une autre dimension. À savoir que là, je parle de photos de presse, mais que beaucoup de photojournalistes ne se définissent pas comme des photojournalistes, et qu'on va pas entrer dans la discussion, mais voilà. Donc, l'intérêt de Visa pour l'image, c'est qu'on peut travailler sur une seule photo, en tant qu'elle est une photo de presse, mais on peut travailler aussi sur toute une narration. Qu'est-ce qu'engage la photo qui vient avant et la photo qui vient après dans la narration de la photo qu'on est en train de regarder? Comment le regard est engagé différemment entre le début, c'est la première photo choisie et la dernière. L'editing ici, il est très important et donc on lit pas un reportage selon qu'une première photo et une dernière photo sont choisies complètement différemment. On t'oriente énormément la compréhension, le regard et le message en fait, parce qu'il n'y a rien d'objectif dans le photojournaliste et tant mieux. Alors je sais pas si j'ai voilà. Et je voulais dire une dernière chose là-dessus. Le CLEMI, donc le Centre de liaison d'éducation aux médias et l'information de l'éducation nationale, et qui à Montpellier est très actif. Il organise un stage le dernier week-end de la semaine pro, donc sur 2 jours, adressé aux professeurs des écoles, collèges et lycées. Donc il se tient le vendredi et le samedi, où là les enseignants, donc on leur fait des conférences sur le métier de photojournalisme, sur l'histoire du photojournalisme, sur ce qu'est l'éducation aux médias et à l'information via le photojournalisme, via ce matériau-là. Ils rencontrent des photographes, des photojournalistes exposants, ils les interviewent sur 1 heure, ils font des fiches pédagogiques, donc ils apprennent où ils font parce qu'ils en sont déjà capables, des fiches pédagogiques à l'intention des professeurs de la France entière et de l'étranger, qui sont sur le site du CLEMI, d'accord ? Et ça depuis des années. C'est-à-dire qu'il y a une foule de ressources pédagogiques en termes de bibliographie et de fiches pédagogiques de lecture des expositions sur le site du CLEMI, ce que beaucoup d'enseignants ignorent. Et c'est dommage parce que ça, c'est d'une richesse extraordinaire. Actuellement, c'est Denis Tuchet qui est le responsable académique du CLEMI. Avant, vous aviez donc Marguerite Cross, Yves Soulet et d'autres et Alain qui ont fait un travail formidable sur le photojournalisme et qui ont fait des parutions. Et donc, il y a tout cet historique en podcast aussi, c'est-à-dire qu'on peut écouter les interviews des photojournalistes de l'année, mais des années précédentes. Et ça, c'est une source extraordinaire pour préparer la venue de tes élèves à Visa pour l'image. Donc, en fait, c'est pas fait au hasard. Ouais. Parfois même, c'est trop préparé. C'est-à-dire qu'on voit trop d'élèves avec des papiers dans les mains qui remplissent des questionnaires sans regarder les images.
Ce qu'il faut faire, c'est vraiment les accompagner devant les expositions, devant les photos, faire des petits groupes, être en discussion, mutualiser, les regarder quand ils regardent. Et soi-même s'enrichir de ça. C'est-à-dire que un élève, son premier réflexe, ça va être de te faire l'expo en 12 secondes, ou alors à ne lire que les légendes, donc à être collé à la photo, ou bien, pour quelques-uns, à rester scotché sur 2 images. Eh bien, tout ça, c'est il faut mutualiser tout ça in situ. Il faut leur dire, tu vois, tu as lu essentiellement la légende fait partie de l'image, hein. D'autres seraient pas d'accord avec moi. En tout cas, je trouve que l'image photojournalistique, elle est composée de 2 choses, l'image et le texte, et que quand l'élève te parle des mots, il faut pas lui dire oui, mais ça c'est la légende. Bah oui, mais il a quand même regardé un des éléments majeurs de la photo, c'est la légende qui donne des mots et qui vont peut-être l'amener à regarder ce que lui donne à voir l'image photographique, puisque le travail du photojournaliste, c'est quand même essentiellement un travail sur la lumière, hein, photographe, écrire avec la lumière, et que c'est à ça que l'élève est sensible. Donc les écouter, réajuster leur manière de regarder, leur montrer à quel point il y a une richesse dans cet objet-là, et puis surtout les écouter parce qu'ils disent des choses que nous, on ne voit pas. Hein, alors ça, et surtout les tout petits. Surtout ne pas faire de notre parole la parole maîtresse pendant l'exposition, les faire parler eux, et s'éclairer de ce regard de l'élève qui est un enfant, un jeune enfant, un jeune adolescent et un adolescent, et voir à quel point, à ce moment-là, construire nous-mêmes notre didactique à partir de l'évolution. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de ne pas se scléroser seulement sur certains niveaux, de voir à quel point c'est étonnant comme le regard se modifie, se genrise, se sclérose parfois, se sociabilise entre, par exemple, un élève de CE1 qui va te parler d'une photo, et sur la même photo, un élève de terminale. Voilà. Comment on acculture aussi l'objet photojournalistique. Bon, bah là, on entre dans des détails, c'est peut-être pas le propos. Non, c'est intéressant parce que les gens qui nous écoutent, c'est beaucoup des photographes. Et c'est vrai que quand tu es photographe, l'editing, c'est toujours la chose la plus difficile parce que tu dois te séparer aussi émotionnellement de tes images et de ton sujet. Quand tu rentres de 3 mois d'Ukraine ou du Mali ou ailleurs, c'est compliqué. Et toujours, un des conseils qui marche bien, c'est de montrer les images à des gens qui sont complètement en dehors de l'histoire, qui ont même un historique complètement différent et qui vont te faire une lecture, voire un editing complètement différent, en disant cette image est plus forte, celle-là m'inspire pas. Et parfois c'est l'inverse de ce que toi tu avais choisi. Dans les profs. Alors justement, je rebondis sur ce que tu dis. Pendant les diverses actions qu'on fait tout au long de l'année avec le Centre international du photojournalisme, donc ça, le P2AC, les plans départementaux d'éducation artistique, la semaine de la presse et des médias dans l'école, les résidences qu'on mène, les mini-résidences ou les ateliers qu'on a, on propose toujours un atelier d'editing. C'est-à-dire que le photojournaliste, on lui demande de sélectionner une 30aine de photos d'un reportage, légendées ou pas, synopsisées ou pas, et on mélange ces photos, enfin de toute façon à la base, elles n'ont pas vraiment d'ordre, on les donne on sépare les élèves en groupes, on donne ces photos au groupe et on leur dit vous faites votre propre narration. Donc en fait ils font des editings. On leur demande évidemment, il y a toutes les consignes que je viens d'expliquer, la première, la dernière photo, bien choisie, argumenter l'ordre, trouver un titre, et ensuite ils présentent ça au reste de la classe. Donc aucun editing n'est le même. Ce qui est très intéressant et ce qui est palpitant et très on tombe vite dans l'émotion, les photojournalistes sont là, c'est de voir le travail qu'ils font en groupe quand ils, en fait, sont pas d'accord sur le choix des photos. Donc, on leur demande de défendre leur choix auprès de leurs camarades, et il y a un dialogue sur les photos, il y a un dialogue sur le sujet, il y a un dialogue sur la narration qui est très jouissif. Et à la fin, le photojournaliste, il est souvent très, très ému du rendu parce qu'en fait, et c'est ce sur quoi on insiste et c'est ce qu'on dit, quand il y a les rencontres avec les photojournalistes pendant Visage pour l'image pendant 1 heure, les profs s'échinent à faire poser des questions aux élèves. Mais ce qu'apprécient aussi beaucoup la plupart des photojournalistes, c'est que l'élève, il s'exprime sur le reportage, l'élève s'exprime sur le choix du sujet, l'élève s'exprime sur une photo qu'il a traversée. Voilà. Sans que ce soit une question, mais que ce soit un avis.
Voilà, et ça, c'est hyper important. Donc, la notion d'editing, on le travaille en atelier. Et ça a toujours été... on fait ça, puis on fait aussi un atelier qui consiste à être rédacteur en chef photo de magazines différents. Alors, soit on travaille avec des classes qui ont déjà travaillé sur les lignes éditoriales. On publie pas la même chose chez Géo Magazine. Les lectures de portfolio pendant la semaine professionnelle, elles sont édifiantes pour ça. On va pas choisir les mêmes reportages et les mêmes photos chez Géo que chez Libé, par exemple, ou que chez n'importe quel L'Actu, ou d'autres journaux et magazines. Et donc, on les fait travailler là-dessus. À partir d'un travail d'un photojournaliste, on leur dit, voilà, il faut que tu choisisses 3 photos. Lesquelles tu choisis? Si tu es dans Sciences et Avenir, si tu publies dans Géo Magazine, à condition qu'évidemment les lignes éditoriales aient été travaillées. Et ça, c'est très intéressant aussi, voilà, parce que ça les oblige à aiguiser leur regard. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, ils ont un choix qui est très rapidement plus éclairé, à mon avis, que dans les rédacs photos. C'est-à-dire que comme ils sont jeunes, il y a tout un tas de parasites qu'on a, nous, adultes, qu'ils n'ont pas. Et de manière très spontanée, ils vont choisir les bonnes photos. Alors ça a été avec Bollendorf. Avec Samuel, qui a fait quand même, qui a travaillé sur la photo scientifique, le photojournalisme scientifique, qui est quand même très, très difficile à aborder, tu vois. Il a travaillé sur les océans de plastique. Et donc, pendant la semaine de la presse et des médias, il y a quelques années, il est venu intervenir. Et donc, on a fait ce travail de une ou de ligne éditoriale. Et en fait, ça allait très vite. C'est-à-dire qu'ils choisissaient... Ils avaient un angle. Alors, soit ils avaient l'angle du laborantin, soit ils avaient l'angle du scientifique sur le bateau, soit ils avaient l'angle plus généraliste de celui du public, du lecteur. Enfin, c'était très, très intéressant. Sur Samuel Bollendorf, c'était très intéressant. En fait, il représente de façon assez innocente le lecteur et ce que le lecteur attendrait et ne se soucie pas des problématiques de qui possède le journal. Est-ce que les annonceurs seraient contents de... La cible. Tu prends l'exemple de Géo. Voilà. Géo a arrêté de mettre des sujets très sensibles. Ils vont faire sauter des sujets parce que les annonceurs seront pas trop contents. Tu peux pas mettre une pub Hermès avec un sujet sur des réfugiés derrière, quoi. Mais ça, d'ailleurs, est-ce que ça fait partie de la pédagogie que vous avancez? Est-ce que les élèves, par exemple, est-ce qu'il y a des profs d'histoire qui viennent pour leur expliquer aussi le contexte derrière l'histoire ou derrière le reportage? Il faut pas discipliner l'intervention d'un enseignant à visa pour l'image. C'est-à-dire qu'en fait, l'éducation aux médias et à l'information, elle n'est pas une discipline. Elle est interdisciplinaire. Alors, c'est de mieux en mieux. Mais c'est très compliqué parce qu'effectivement, quand tu arrives dans un établissement scolaire, quand tu parles de visa pour l'image, alors de manière spontanée, on va t'adresser aux profs de lettres et aux profs d'histoire. Sauf que c'est faux. L'éducation aux médias et à l'information, ça ne concerne pas que le prof d'histoire pour la contextualisation historique ou que le prof de lettres ou d'art plastique pour la lecture de l'image. L'éducation aux médias et l'information, enfin je veux dire, dans les médias, on a tous les matériaux, qu'ils soient scientifiques, sportifs, qu'ils soient mathématiques, qu'ils soient physiques, qu'ils soient biologiques, qu'ils soient culturels. Il y a tous les matériaux. Donc en fait, c'est quelque chose qui est traversant. Il concerne tous les enseignants. Et il y en a beaucoup qui s'en sentent exclus parce que ça passe pour quelque chose qui est intellectuel, sauf que, intellectuel, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on fait fonctionner tout, y compris le corps, les émotions et l'intelligence. Donc, ça concerne tout un chacun. Ça n'est pas pour un public averti. Ça n'est pas pour un pro. Et puis en plus, il y a pas d'enseignant qui ne maîtrise pas ces 3 fonctions-là. Ce serait dommage d'enseigner sans travailler ton corps. Enfin, en classe, que tu sois prof d'histoire ou prof de PS, ton corps parle. Donc voilà, le corps, le matériau, qui soit interdisciplinaire tout confondu, et l'intelligence, donc ça concerne tout le monde. Donc, il me semble qu'un prof de physique, un prof de lettres, un prof de latin, il est dans l'obligation de connaître l'histoire, l'actualité, donc l'histoire en cours. Ça n'est pas une culture qui n'est donnée que aux profs d'histoire. Alors évidemment,
évidemment. Le prof d'histoire, il est dans le fait historique hyper précis et il est une ressource en ça. Mais enfin, comment tu peux lire le monde et enseigner à des élèves, toutes matières confondues, si tu sais pas ce qui se passe dans le monde dans lequel vivent tes élèves, et si tu sais pas que un monde et un univers se construisent pas sur les 3 dernières années, mais se construisent sur des fondations. C'est comme une maison. Une maison, elle tient pas si elle a pas des fondations. Et si le mur, il est pas construit à partir de briques qui sont d'abord le premier palier, le deuxième palier, le troisième palier. Donc, si tu connais pas tes fondations, tu peux pas, je pense, transmettre correctement aux élèves. Donc, je pense que tous les professeurs sont concernés par ce matériau. Après, je dis pas, c'est un matériau extrêmement complexe. Moi, ça fait 25 ans que je le travaille et je suis vraiment pas encore une experte. Il faut pas hésiter à s'y mettre et à considérer qu'on est aussi novice que ses élèves. C'est pas grave, il faut leur dire. Et il faut leur dire quand on ne sait pas. Moi, il m'arrive de dire, alors attends, là, on est sur le Burundi. J'ai un petit, je sais pas, je peux pas te dire, je peux pas te dire, je peux pas te dire depuis combien d'années la guerre au Burundi existe. Je peux pas te dire quelle est l'origine de cette guerre. Il faut savoir le dire. Par contre, l'actualité, elle donne des éléments. Et alors, il faut dire à l'élève, bah tiens, viens, on va se nourrir de cette actualité et on reviendra après sur l'histoire du Burundi. Parce qu'on n'est pas, censé tout connaître. Il y a quand même des conflits et des situations politiques qui sont extrêmement complexes, beaucoup plus complexes que par exemple la guerre israélo-palestinienne, qui pourtant l'est, mais il y en a des qui sont beaucoup plus sur le Pakistan par exemple, etc. Et qui sont même pas connus du grand public aussi. Voilà. On vit une époque où il y a, je crois, 52 conflits armés dans le monde. C'est la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'on a autant de conflits armés. Mais il y en a plein qui ne savent pas ce qui se passe au nord ou au sud de la Thaïlande, en Birmanie, etc. Non, sans compter qu'il y a des zones grises qui ne sont pas couvertes, donc voilà. Mais il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir de peur. Alors l'enseignant, moi la première, on a toujours ce complexe de ne pas savoir. Et de se dire il faut qu'on sache tout devant les élèves. Alors si on arrive à démystifier le métier, sans pour autant perdre de sa crédibilité et de son respect, donc, mutuel, il faut savoir dire, là moi je ne sais pas. Le monde est trop complexe et donc je vais apprendre en même temps que toi. Et c'est l'occasion de. Donc il ne faut pas hésiter. Et c'est pareil avec le photojournalisme. Et je vais plus loin, l'éducation média et l'information. C'est de notre faute aussi, nous, professionnels d'éducation média et l'information, parce que par exemple, moi je le dis, sur la photographie, le photojournalisme scientifique, je suis en train de me former parce que c'est une veine que je maîtrise mal. Mais c'est pas, pour autant, un visa pour l'image, n'importe quel prof peut se saisir de n'importe quelle thématique et reportage. Enfin, je veux dire, par exemple. Il y a toujours une thématique sur le développement durable, sur les impacts de la pollution d'un conflit, on peut se servir de tout. C'est pareil pour le corps. Bon, là, il y a les JO cette année, mais les années précédentes, il y avait je parle pour l'éducation, les profs de PS, par exemple, en mathématiques, tout ce qui est graphique, data, journalisme, etc. Enfin, on peut s'en saisir de diverses manières. De différentes manières, puis sans compter que ça permet de comprendre aussi le monde actuel et les jeunes. Et puis c'est une occasion aussi en or pour aller se renseigner, creuser une thématique et gagner un peu en culture générale, ce qui est un peu la base aussi pour les étudiants et les élèves et les professeurs. Bon, après il y a Jean sur les écrans. Ouais, ça c'est le travail de Jean sur les écrans qui peut être préhendé de manière. Il y a énormément. Chaque année. N'importe quelle exposition de visa. Et puis alors j'insiste donc sur le centre international de photojournalisme, nous on répond à des demandes en fait. Alors on les génère, on les travaille, mais on répond à des demandes. C'est-à-dire que on a des écoles, collèges, lycées qui nous appellent, qui disent alors cette année par exemple le lycée Lursa nous a dit on travaille sur les animaux, on travaille sur la préservation du territoire. Eh bien très bien. On faisait intervenir Mélanie Wenger, il y a eu un souci, donc c'est Lionel Pedraza qui est intervenu. Mais on répond à des demandes et on peut répondre à des demandes sur n'importe quel sujet parce que le photojournalisme, il n'est pas cantonné au conflit. On n'est pas que sur de la haute news en photojournalisme. On peut aller trouver des sujets extrêmement sociaux de proximité. C'est même l'inverse qui se passe. Au final, la photo de guerre, c'est 1%, et encore, en étant sympa,
de la production Exactement. Donc on peut très bien aller, on peut très bien faire appel à Jean-Claude Coutos pour ce qui est de la photographie politique. Il n'a pas travaillé que là-dessus, mais on peut faire intervenir Natalia Saprunova sur l'Arctique et sur les populations, les populations qui sont privées de leurs réserves naturelles. On peut faire intervenir Ferhat Bouda sur les peuples en subsistance, les nomades, et sur les berbères, sur les peuples en résistance, pardon. On peut faire intervenir tout un tas de photojournalistes, Guillaume Herbeau, sur les conséquences d'un conflit majeur. Je veux dire, il y a un vivier tellement impressionnant et qui apporte tellement qu'on peut avec le CIP, les enseignants nous appellent et on crée le projet avec eux. Et comment ça se passe pour le photographe? Parce que les photographes qui nous écoutent vont être super intéressés par ça, parce que c'est une nouvelle économie aussi qui se crée pour eux. Tu le sais, vendre à la presse, c'est de plus en plus compliqué. La plupart des photographes, même des grands noms, galèrent parfois à boucler la fin de mois parce que produire un reportage, ça coûte cher, en matériel, en billets d'avion, en fixeur. C'est des sommes incroyables dépensées pour au final, parfois, rien gagner du tout, ou pas rentrer dans ses fonds. L'économie des médias, c'est quelque chose qui attire beaucoup de journalistes parce que c'est comme les journalistes qui donnent des cours en éco-journalisme. T'es mieux payé en donnant des cours qu'en faisant de ton propre métier. Parfois, c'est un peu, c'est notre problème. Est-ce que c'est une économie qui est en train de, est-ce que c'est une économie? Parce que, alors toi, tu as le volet pédagogique, mais. Oui, non, mais alors, évidemment, ça les intéresse beaucoup, et tant mieux, parce que, en fait, on peut pas travailler sur les médias sans professionnels des médias. C'est-à-dire, nous, on est enseignants. On est un lien, on est un médium entre le monde professionnel et le public scolaire. Mais en aucun cas, on ne va se substituer aux professionnels des médias. Je pense que c'est une erreur qu'un enseignant, d'accord, se substitue à un photojournaliste, à un journaliste. C'est pas possible. Il peut pas. Sauf s'il l'est lui-même. D'accord, mais sinon, non. Donc, tu ne peux pas travailler l'éducation aux médias et à l'information sans à un moment avoir la voix de celui qui crée, de celui qui produit. Donc, de fait, le photojournaliste, alors donc là, le photojournaliste ou le journaliste, il a sa place évidemment. C'est lui qui a la première place dans un centre comme le Centre international du photojournalisme. Donc c'est même plus une question d'économie, c'est une question de nécessité. Donc en fait, nos actions pédagogiques, elles ne se font pas sans professionnels du photojournalisme. Et j'ai envie de te dire, plus encore, puisqu'on essaye de mêler quand même aussi les journalistes et les dessinateurs de presse, c'est-à-dire le monde de la presse et le monde des médias à tout ça. Voilà, donc évidemment, ils ont leur place. Donc ce qu'on fait, c'est que de toute façon, on ne fait pas une action sans photojournaliste. Et on en a énormément. Ils sont payés, c'est pas gracieux, parce qu'on estime qu'ils doivent être payés. Ils produisent ce qu'on appelle des œuvres, point à la ligne, et un crédit. Quand on fait de l'éducation aux médias à l'information, on commence par les fondamentaux. Ça, c'est aussi une erreur que font beaucoup d'enseignants et que font beaucoup de professionnels des médias qui enseignent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop d'endroits où on attaque la fake avant même de poser les fondamentaux. Les fondamentaux, d'accord, c'est qu'est-ce qu'un crédit? Qu'est-ce qu'une photo de presse, sinon une œuvre d'art, qui est créditée et dont on ne doit pas user de n'importe quelle manière. Ça, c'est la première chose qui doit être transmise. Oui, ce qui est une œuvre intellectuelle. Voilà. Voilà. Et le petit C, il en est le garant. Donc ça, c'est une nécessité. Le deuxième fondamental, c'est fondamentalement, qu'est-ce qui va distinguer dans cette image fixe une photo de presse d'une photo publicitaire, d'une photo de famille ou de tout ce qui est selfie sur réseaux sociaux, etc. Voilà. Qu'est-ce qui fait du photojournaliste, un professionnel à part de tout le reste de la photographie? Parce que finalement, dans photojournaliste, t'as photographe, écrire avec la lumière, mais t'as quand même journaliste. Et ça, il faut le définir. Donc, du coup, troisième fondamental, qu'est-ce que c'est qu'une information? Et ça, tu pourras poser la question à beaucoup de gens. Ils te disent, je sais ce que c'est qu'une information, mais ils ont beaucoup de mal à la définir. Parce que c'est un vaste domaine, parce qu'il est en évolution
permanente avec ce qu'on va appeler la photographie citoyenne, d'accord, avec là le nouveau problème de l'IA. Excuse-moi, c'est lapsus révélateur, etc. Donc définir l'information, parce que c'est au cœur du photojournalisme, même si beaucoup s'en réfutent. Travailler sur l'émotion, se servir des chartes de Munich, etc. C'est-à-dire définir les droits et les devoirs, d'accord, mais définir les droits et les devoirs aussi de ces élèves qui seront de futurs citoyens, qui ont un droit à l'information, mais qui souvent oublient qu'ils ont un devoir d'information. Voilà. Et ça, c'est des choses qui sont essentielles dans l'éducation aux médias et à l'information. C'est de leur dire, vous êtes gentils, surtout ici en France, vous consommez de l'information sans vous rendre compte que c'est un droit que plein de gens n'ont pas. Je vous renvoie à la carte de Reporters sans frontières actualisée chaque année et qui est pour le coup la source qu'on devrait montrer à tous les élèves et qui est avec le monde en rouge et en orange où ils se rendent compte qu'en fait, et il leur expliquait qu'en Érythrée et en Corée, l'information, elle n'entre pas, mais l'information, elle sort pas. Et l'information, elle n'entre même pas dans les foyers. Donc voilà, leur expliquer que le droit à l'information, c'est une richesse, que ce droit à l'information est celle qui définit le droit à l'expression libre, et que par conséquent, quand ils ne remplissent pas leur devoir d'information, ils spolient et ils font disparaître ce droit à l'information, donc ils font disparaître la liberté d'expression. Hein. Et toutes ces ressources, elles sont essentielles. C'est ce qu'on appelle les fondamentaux en éducation aux médias et à l'information, qui souvent sont complètement oubliés et qui sont les premières choses qu'il faut enseigner avant même d'aller voir une photo de presse ou etc. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on enseigne dans le cadre de Visa pour l'image, dans le cadre du Centre international du photojournalisme. Et quand le photographe arrive, ça doit être mis en place. Et lui, il peut apporter toute la richesse de son regard sur le monde. Donc comment je choisis un sujet, qu'est-ce que c'est qu'un fixeur, comment je réponds à une commande, comment je photographie peut-être différemment quand on me commande un sujet sur les victimes collatérales, les femmes dans par exemple en Ouganda, quand il y a eu des conflits, qu'est-ce qu'elles deviennent quand il y a plus d'hommes, etc. Quand je réponds à une demande de l'ONU, est-ce que je photographie de la même manière que quand je suis un photojournaliste embarqué, comme l'a pu être Lafargue par exemple, ou quand je fais mon sujet moi-même et que c'est un sujet hyper intime, comme ont pu le faire des gens comme Ferhat Bouda ou Michael de Weerplammer avec les Maras au Guatemala. Enfin, là, si je cite les mêmes, alors je vais essayer de diversifier. On photographie pas de la même manière, on n'appréhende pas de la même manière le sujet. L'appareil photo, il se lève pas au même moment. Enfin voilà, c'est pas la même chose quand t'es sur de la haute news aussi, quand tu vas photographier comme Abdulmonem Eassa a photographié la Syrie, la Ghouta orientale il y a quelques années. Et c'est toute cette richesse photojournalistique de photoreportages, de reportages au long cours, de démarches différentes, de manière de voir son métier de manière différente, hein. Éric Bouvet, il photographie pas et il a pas la même sensibilité photojournalistique dans son métier que Guillaume Herbeau. Hein. Il y a des photojournalistes. Stanley Green disait que quand on lui disait qu'une photo était belle, d'accord, il considérait qu'elle était ratée. Vlad Sokin qui a fait un très très beau reportage Warm Waters qui a été exposé il y a quelques années à Visa. Alors lui, quand on avait l'impression que c'était, on ne voyait que la beauté des photos, et donc justement, il disait que le fait qu'il accrochait le regard sur une très belle photo amenait ensuite celui qui regardait, le spectateur, à voir que ah oui, mais en fait non, on traite de la montée des eaux. Et cette photo très belle où l'homme a l'air de nager, hein, au milieu d'eau, d'une couleur avec le coucher du soleil très belle, non, en fait, il allait d'un village à un autre, il avait de l'eau jusqu'au cou. Donc on a plein de manières différentes de voir. C'est hyper long. Je suis désolée, je digresse. Mais donc, ce qui est intéressant au Centre international du photojournalisme, c'est qu'on fait intervenir ces photojournalistes sur différentes actions.
Et ils ont un dialogue professionnel. On ne leur demande jamais d'avoir une action pédagogique. Nous, on veut qu'ils soient là en tant que professionnels, qu'ils ne se censurent pas dans ce qu'ils disent et qu'ils parlent de leur métier, de leurs photos, de leurs reportages et qu'ils dialoguent avec les élèves. Parce que c'est ce qui est très beau dans les séances qu'on propose, notamment pendant la semaine de la presse et des médias dans l'école, quand l'élève vient lire l'image avec le photojournaliste qui est là et que ce photojournaliste-là, il voit ce qu'il n'avait pas vu dans ce qu'il a donné. Voilà. Ou que la vie diverge. Quand on fait les résidences, quand on fait quand les élèves produisent des reportages, puisque dans le cadre du CIP, on produit des reportages avec dans le cadre des résidences en fait, et qui sont dès le début. Alors elles ont ces résidences étaient axées. C'est la médiatrice culturelle de l'époque qui avait décidé qu'elles étaient donc que le résident photojournaliste créait son reportage, produisait son reportage, mais qu'il devait aussi avoir une action pédagogique et qu'il devait produire un reportage avec une ou des classes. Alors au début, les photojournalistes ont eu des groupes. Alors la première, c'était Claire Allard, qui a fait un très beau sujet sur les hommes de l'ombre, c'est-à-dire sur les techniciens des spectacles, dans les salles de spectacle. Et donc, elle a travaillé la première année avec un groupe constitué d'une vingtaine de jeunes, entre 15 et 20 élèves qui ont produit un reportage sublime sur la salle de spectacle de Saint-Estève. En fait, voilà. Donc on l'a exposé en bas parce qu'on a une galerie pour exposer, puis qu'aussi on peut emprunter le couvent des Minimes. J'en parlerai après pour les expos qu'on propose. Donc on a une galerie en bas où on expose le travail des élèves fait avec les photojournalistes. Voilà. Donc ça c'est très intéressant pour les élèves, mais c'est très intéressant pour le photojournaliste dans sa pratique aussi à lui. C'est-à-dire qu'en fait il va avec. Donc je finis sur ce qu'on a fait. Claire Allard a fait ça. Ferhat Bouda a travaillé sur l'autour de soi. Donc il a produit son reportage. Donc on demande toujours des reportages qui ont attrait à la région quand même. Donc lui, il a travaillé sur les différents métiers, les activités professionnelles dans les PO. Voilà, pêche, vigne, etc. Et avec les élèves, il a travaillé sur l'autour de soi. Donc donc avec lui, on l'avait chargé, on lui avait donné 6 classes d'horizons totalement différentes. Donc il a travaillé avec les quartiers, il a travaillé, etc., avec les zones où il y avait des CSP des plus élevés, etc. Et donc on a exposé son travail qui était d'une richesse extraordinaire. Samuel Bollendorf aussi a fait une résidence et a travaillé sur la pollution du littoral, donc etc., etc. Le dernier, celui de l'année dernière, c'est une résidence avec une seule classe, une classe de lycée, et c'est J.C. Millet, le photojournaliste qui a travaillé, et on a décidé, parce que c'est une demande, Maïté Sanchez-Smith qui fait partie du conseil d'administration de Visa pour l'image et qui est très active au sein du CIP, a une demande de la part du procureur du tribunal du président et du procureur du tribunal de Perpignan. Le procureur est très actif au niveau des scolaires, et donc on a fait une résidence au palais de justice, ce qui ne s'est jamais fait en France. Voilà. Donc, parce que c'est très compliqué, et ça a été très intéressant, parce qu'il a vraiment fallu en amont qu'on travaille avec JC et donc le chargé de cabinet du procureur sur ce qu'on pouvait photographier et ce qu'on ne pouvait pas photographier, et c'est très compliqué. Et ensuite expliquer tout ça aux élèves. Donc, alors c'est par étapes, c'est-à-dire que dans un premier temps, ils rencontrent le photojournaliste, ils font un gros travail sur les fondamentaux, ils font un gros travail sur ce qu'est le photojournalisme, ce que c'est un reportage. Ensuite, on a des appareils photo professionnels, on a une vingtaine d'appareils photo professionnels. On leur fait un cours de technique photographique, voilà. Ensuite, ils ont été visités avec des intervenants du tribunal, le tribunal. Ils ont rencontré les sujets qu'ils allaient photographier, puisqu'on leur explique que le photojournalisme, c'est une démarche aussi de discussion avant qu'il y ait les prises de vue.
Voilà. Ils ont rencontré tous les acteurs. Bon, dans leur cas, ils ont assisté aussi à l'audience solennelle. Donc, ils ont quand même eu accès à un monde qui est un monde mystifié, qui est un monde qui apparaît comme impénétrable. Et donc, l'idée, c'était justement de montrer le vide et le plein, c'est-à-dire de montrer qu'il y avait dans ces lieux, qui sont des lieux très vides, donc ils les ont photographiés, qu'il y avait quand même des acteurs de la justice qui étaient très humains. Voilà. Et donc, c'est ça, les résidences qu'on crée. Donc, il y a une richesse énorme, et pour les élèves, et pour le photojournaliste quand même. Voilà. Qui est rémunéré, bien sûr. Hein. Qui est rémunéré, voilà. Donc, les résidences sont... Alors, celle-ci, elle va être exposée sur les grilles du Palais de Justice. On fait aussi participer tous les reportages qui ont été créés par les photojournalistes. Je vais parler d'Axel de Russet parce que quand même, à des concours, et notamment Mediatix, qui est un des grands concours du Clémy, qui est un concours génial que le Clémy organise d'une manière extraordinaire. Les sujets qu'on propose sont souvent primés. Et par exemple, cette année, on a eu donc le prix national pour 2 reportages faits, l'un sur le tribunal avec J.C. Millet et surtout 2 avec Axel de Russet, qui a travaillé dans le cadre du PDEAC et qui travaille avec nous depuis 3 ans sur les PDEAC et depuis beaucoup plus longtemps sur la SPME. Qui a travaillé sur... alors c'est... c'est marrant, mais cette année, le tribunal et la police de proximité à Saint-Cyprien. Et aussi, elle a travaillé avec le collège de Cabestany et une enseignante qui est extraordinaire, Estelle, sur les musées de Perpignan, voilà, sur les services éducatifs du musée de Perpignan. Donc, vous voyez, les thématiques sont très très larges. Hein. Avec Bollendorf, on a travaillé sur les littoraux et la pollution. Avec Axel de Russet, on a beaucoup travaillé sur des sujets de société. Avec Ferhat Bouta sur l'intimité, comment les élèves se représentaient sur l'intimité. Voilà. Donc, ces résidences et ces PDEAC, donc ces reportages que les photojournalistes font avec les élèves, c'est d'une richesse extraordinaire. Ça crée un lien. Ça tisse un lien. Et puis, je pense que c'est pour eux, pour les photojournalistes, c'est essentiel parce qu'on invite les élèves à s'abonner aux Instagram et aux sites des photojournalistes. Donc, ça veut dire que ça diffuse la photo. On insiste beaucoup là-dessus. Jean-Luc Sauret, qui est le directeur artistique du CIP, du Centre international du photojournalisme, depuis 2 ans. Il fait aussi. Alors, le CIP a vocation aussi, évidemment, à proposer des expositions. Donc on a eu la dernière exposition et on remercie beaucoup Jean-François Leroy, la dernière exposition donnée par Stanley Green sur les rives de la mer Caspienne, qui est une exposition. Alors tous ces éléments vous les retrouvez sur le site du CIP en ligne, qui est une exposition il y avait énormément de photos, qui était divisée en plusieurs mouvements. C'est Maral de Gatti, la fille de Manouché de Gatti, qui avait fait commissaire d'exposition. Une expo hyper parlante, excellente, qui traversait les années, qui parlait du photojournalisme de Stanley Green, qui est pour moi vraiment... je sais pas si tu connais. Bien sûr. Ouais, qui est pour moi un photojournaliste d'exception. J'aurais pas eu la chance d'avoir dans le podcast, mais on a eu pas mal de gens qui ont travaillé avec lui. Tu parles de Maral, qui est passé aussi dans le podcast, qui a travaillé pour le WordPress, qui en a beaucoup parlé. Et moi, je l'avais eu la chance de le croiser ici à Visa, d'ailleurs, quand il a fait une conférence. Et c'est vrai que c'est un grand photographe, quoi. C'était un grand photographe. Ah, c'est extraordinaire. Sa photo, elle est dans les couleurs, dans le mouvement. Enfin, il y a tout. Voilà. Bon, on va pas en parler longuement, mais voilà. Donc, en fait, on a eu cette exposition-là. Jessie Fernandez sur Cuba. On a fait une expo sur la guerre d'Espagne, qu'on répond à des commandes aussi de la mairie. On a eu une expo cette année sur Jérémy Lampin, sur les traumatismes des soldats qui reviennent des conflits. On a donc une expo l'année dernière où Jean-Luc a énormément travaillé. C'était une expo sublime. Alors j'ai du mal à dire sublime parce que ça correspond pas à ma manière de parler du photojournalisme, mais faudrait que tu interviewes Jean-Luc Sauret quand même. Parce qu'il en parle très très bien et beaucoup mieux que moi. C'est quelqu'un qui a travaillé qui depuis 2 ans travaille sur le fait que il faut montrer l'extrême violence, mais de manière à ce qu'elle soit préhensible. Voilà. Et l'expo qu'il a faite l'année dernière, à partir des photos du lait,
et qu'il a. Alors l'expo en entier s'appelait Le monde sous nos yeux. Le monde sous nos yeux, c'est le regroupement de 3 travaux. Le premier, c'est celui de Giles Duley qui a travaillé sur notamment l'Ouganda et l'Afrique. Et donc cette expo, elle consistait en des portraits de femmes géants, très sobres, très beaux, en noir et blanc, qui étaient installés au couvent des Minimes, dans la chapelle basse, et qui étaient accompagnés, qui étaient montés sur des grands tréteaux en bois, avec un éclairage très sobre mais extrêmement efficace, et au dos de l'installation, il y avait la voix, la parole de la femme photographiée qui racontait, en règle générale, les atrocités qu'elle avait vécues. Donc, on avait le choix seulement de sentir dans le regard de ces femmes, dans le visage extrêmement puissant de ces femmes, la résistance, mais la douleur, les stigmates aussi, physiques, de ce qu'elles avaient vécu, et on avait le choix d'aller lire ou pas l'histoire de cette vie. Ce qui a été aussi intéressant, c'est la série là s'appelait We Are Here Because We Are Strong. Nous sommes ici parce que nous sommes fortes. Ce qui donnait énormément de hauteur et de dignité à ces femmes, c'est l'installation, c'est-à-dire que la scénographie ici était très intéressante. Alors, est-ce qu'on est encore dans le photojournalisme ? On peut poser la question, mais en tout cas, on était aussi dans la formation. Donc pour moi, oui. Mais cette dignité retrouvée, cette beauté donnée à ces regards, à ces visages, elle était aussi rendue par la scénographie qu'avait créée Jean-Luc. Parce que dans cet endroit, il y a une hauteur sous plafond très importante. Il y a une ambiance. Il y a un sol, d'accord, qui veut dire plein de choses. Il y a des alcôves. Donc, on était dans la beauté. On était vraiment dans la beauté, à l'inverse de ce que Stanley Green disait. Mais on était aussi dans l'efficacité informationnelle pour moi, voilà. Dans cette expo, on avait aussi des photos de Alizée Lemaou qui avait fait des portraits de photojournalistes accompagnés. Alors, elle leur avait demandé de choisir la photo emblématique, leur photo emblématique, et ils commentaient donc à l'écrit, en texte, et avait la parole du photojournaliste sur la photo choisie. Voilà. Donc, démarche très intéressante. Et dans un dernier temps, on avait donc des photos d'Alexandra Boula. Le commissaire d'exposition de cette série-là, c'était sa nièce, Lucie Saada, d'accord, qui avait fait le commissariat d'exposition de cette expo, et on avait des photos qui étaient comme une sorte de rétrospective de tout ce qu'a fait Alexandra Boula, avec des photos qui répondaient beaucoup à l'actualité sur ce qui est de l'ordre des guerres, des déplacements, etc. Voilà. Donc, on attend les prochaines expositions, très certainement sur le rugby, mais d'un point de vue économique, social et politique, donc très photojournalistique. J'en dis pas plus parce que je n'en sais pas plus pour l'instant. Vous avez déjà sélectionné les photographes ou pas? Ça, c'est pas ce qui m'a occupé au travail, mais oui. Donc ça, pour l'instant, j'ai pas de détails, donc je peux pas en donner. Mais ces expositions, évidemment, elles sont le lieu d'un dossier pédagogique. Elles sont le lieu de rencontres. Par exemple, Jérémy Lampin, qui a exposé chez nous à la galerie aux armes, etc., en fin d'année, mai-juin, eh bien, il a eu ensuite évidemment des entretiens avec des universitaires, avec des étudiants en photojournalisme. On n'a pas eu le temps de mettre en place parce que c'était la fin d'année avec les écoles, mais c'est aussi le cas. Donc les expositions, elles donnent lieu aussi à un travail avec les scolaires, bien évidemment. Des visites guidées. Et aussi des venues d'enseignants qui viennent, comme dans le cas de Visa pour l'image, travailler sur ces expositions. Voilà. Pour ce qui est des activités pédagogiques, on répond donc aussi à des mini-résidences. On a beaucoup d'écoles primaires qui ont des fonds mairie
qui nous appellent, qui nous disent voilà, je vais y aller cash, hein, j'ai 3 000 euros. Qu'est-ce que je peux faire avec 3 000 euros? Et dans ce cas-là, c'est pas compliqué. On leur propose des mini-résidences, c'est-à-dire que le photojournaliste va venir en règle générale sur 5 séances. Je le fais grosso modo, hein, sur 5 séances, avec exactement la même progression que ce que j'ai annoncé pour les grosses résidences. Il prend contact avec les élèves, il leur explique ce que c'est que le photojournaliste via ses reportages. Il monte ses reportages, il s'arrête sur certaines photos, il leur explique comment il a choisi le sujet, il leur explique qu'il a pris contact avec certaines personnes, ça c'est très important. Quels sont les contacts que je vais prendre, qui je vais photographier, comment je peux arriver à photographier, est-ce qu'ils sont d'accord, est-ce que je dois discuter d'abord longtemps de ma démarche avec eux, est-ce que je vais photographier tout de suite sans avoir pris contact ou est-ce que justement je vais photographier après que je pense par exemple, je vais après. Ensuite, ils définissent le sujet avec les scolaires. Ensuite, ils prennent contact, ils leur apprennent à prendre contact avec leur sujet qu'ils vont photographier. Ensuite, ils font de la technique. Ensuite, ils font des prises de vue avec retour sur prise de vue. Ça, c'est le moment le plus palpitant. Parce que le jeune, il est là, il prend ses photos et nous, on est ici avec le photojournaliste. Et le jeune vient et montre au photojournaliste sa photo. Et donc, il discute sur sa photo. Le photojournaliste, il le réoriente en termes de cadrage, mais sinon en termes aussi d'objectifs, de visée. Attends, mais c'était quoi ton intention au départ? Est-ce que tu trouves que tu réponds à ton intention? Donc il faut que tu modifies ta démarche, etc. Donc c'est super intéressant. Ensuite, il y a c'est aussi palpitant, les editing. Alors là, c'est génial. On fait l'editing avec les élèves, donc ils discutent énormément, ils se disputent, mais au sens grec du terme. Et ensuite, on publie et on expose. Voilà, donc on répond à des commandes vraiment spécifiques. Et ça partout en France ou essentiellement dans la région? Partout en France, on peut répondre du moment que on peut déplacer le photojournaliste. Voilà, si vraiment. Alors nous, ce qu'on préfère, c'est qu'ils viennent au CIP évidemment, parce que d'abord l'élève vient dans un lieu photojournalistique, ce qui est pas donné à tout le monde. On en a. Il y a Arles, il y a Bayeux, il y a Vessette, il y a Pu. Il y a des endroits en France. Donc c'est dommage de pas y emmener les élèves. Mais si vraiment, par exemple, on a beaucoup travaillé avec Clermont-Lérault. Avec Andorre. Bon, il y a un moment, si vous voulez, on peut pas les faire descendre, c'est un problème, les transports. Donc on déplace le photojournaliste. Cette année, Natalia Saprunova, dans le cadre de la SPME, elle est allée à Vernay. Non, à Arles-sur-Tech. Ils sont amenés à se déplacer. Cette année, dans le cadre de la SPME, on va en déplacer à Nîmes, par exemple. Non, on peut travailler avec la France entière. Il n'y a aucun souci, ça. Et le photojournaliste, il est aussi force de proposition. Ils ont une telle richesse aussi d'activités, d'ateliers à proposer, qu'on discute avec eux les activités pédagogiques. C'est un enrichissement mutuel. Nous, on est là pour paramétrer parce qu'on connaît les élèves, les enseignants, les contenus, mais eux, c'est eux qui ont le matériau, donc c'est eux qui peuvent nous proposer. Voilà. Et justement, les photographes qui nous écoutent et qui seraient intéressés par cette démarche de transmettre, de collaborer avec vous, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est quoi la marche? Alors, c'est simple, ils nous contactent. Il y a un site, il y a un numéro de téléphone. Il y a un mail, voilà. On a une médiation culturelle. Cette médiation culturelle, c'est Nour Béchiri qui en a la responsabilité. Ils nous contactent sans aucun problème avec des propositions. Et puis nous, alors ça va être dans ce sens-là aussi. On peut aussi trouver les classes qui correspondent aux propositions. Et puis il y a plein de formats différents. Par exemple, on a des lycées qui nous commandent une semaine. Par exemple, ils ont une semaine de la culture. Ou une semaine, j'en sais rien, des médias dans l'école, ou alors une semaine de la presse, ou bien, bref, ils ont des actions ponctuelles. Par exemple, l'année dernière, le collège des stagiaires avait une semaine de la culture. Dans ce cas-là, on répond à cette demande en leur proposant des photojournalistes. Voilà. Donc les photojournalistes peuvent aussi nous proposer des formats. Et c'est pas forcément les interventions dont je parle. Par exemple, on peut faire, il y a une journée de colloque parce que l'établissement possède un amphi, par exemple. Et puis la deuxième journée, ce sera une journée de pratique photographique, ce qui se fait. On l'a fait, cette année, on va reproposer des formats d'une journée. Le matin, on prend des classes qui sont quand même un peu averties.
Donc le matin, c'est juste prendre contact le photojournaliste et sa manière de photographier. Fin de matinée, prise en main des appareils pro qu'on a au CIP. Et après-midi, mini-reportage. On en a fait cette année, ça a très bien fonctionné sur 3 heures. Jean-Claude Coutos et Mélanie Wenger ont travaillé sur... Mélanie Wenger a travaillé sur qu'est-ce que c'est être jeune aujourd'hui et a fait des diptyques en une demi-journée qui sont fabuleux avec un collège, une classe de 4e. Un objet tiré de ta poche et un portrait que tu fais d'un camarade. Jean-Claude Coutos a travaillé sur... j'ai plus la citation, excuse-moi Jean-Claude. Comment on atteint le bonheur. Donc les élèves ont aussi produit un diptyque. Donc c'était très intéressant, un lieu et un mouvement, enfin très beau diptyque. Abdoul Monal a travaillé sur l'identité. Et donc on fait des petits formats de cette manière-là. Donc il y a plein de manières de travailler en fait. Enfin, il y a pas toutes les actions, hein, mais les photojournalistes, puisque c'est à eux que ça s'adresse, on a tout un panel d'interventions possibles dans le cadre de structures qui sont préétablies, donc le P2AC, les plans académiques artistiques d'action culturelle, nos propres créations, les résidences, les mini-résidences, la semaine de la presse et des médias dans l'école. Les commandes qu'on peut avoir, qui sont très ponctuelles, mais qui sont en permanence annuelles. Alors en plus, ça va plaire aux photojournalistes parce que parfois c'est dans l'urgence. C'est-à-dire que on nous appelle en avril, on nous dit il nous reste tant de budget, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Donc on est très réactif. On a des formats préétablis mais qui sont extrêmement souples. Et on est dans un travail de collaboration, d'écoute, de partage et d'évolution, puisque le photojournalisme évolue. Jean-Claude Coutos, je l'avais au téléphone récemment, il m'a dit il faut passer avec les élèves sur une pratique avec leur téléphone portable. Et puis voir, voilà. Donc c'est très complet. Écoute, merci pour cet échange. Je pense qu'on pourra continuer la discussion avec peut-être d'autres interlocuteurs du CIP, ouais. Ça serait chouette. Et en tout cas, l'invitation est lancée. Et puis, est-ce que tu aurais peut-être un dernier conseil, peut-être pour conclure, ou peut-être quelque chose qui te plaît le plus dans ce métier passionnant que tu as bien vendu d'éducation aux médias? Qu'est-ce qui te plaît le plus concrètement? Alors, tu veux dire en tant que service éducatif du CIP? Ouais. Alors moi, je dissocie pas mon métier d'enseignant de mon activité au CIP, parce que pour moi, elle s'interpénètre, et je dirais même de ma qualité de citoyenne. Voilà. Alors pourquoi? Alors, en tant que prof de lettres, pourquoi l'éducation aux médias et l'information m'intéresse autant et me plaît autant, et notamment évidemment du coup le photojournalisme? Pas d'abord parce qu'une photo de presse, elle a une telle narrativité. Elle raconte tellement de choses sur les gens, le monde, l'humanité et l'humanisme, et aussi sur les sujets photographiés, mais aussi sur celui qui prend la photo. Elle est d'une telle richesse qu'elle est un matériau qui me permet de transmettre des valeurs de partage, d'écoute, de regard sur l'autre, de tolérance, d'égalité, de fraternité et de liberté. Ça me donne envie de pleurer parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que pour moi, le métier de photojournaliste, c'est un métier tellement humain, au même titre que celui d'infirmier, de même titre que celui de travailleur social dans les associations, que d'assistante sociale. Enfin, je vais pas tous les nommer. Mais le photojournaliste, pour moi, il a un métier tellement important dans le fait qu'il faut réhumaniser le monde, qui est tellement déshumanisé, dans le fait qu'il faut que les gens, et donc du coup moi, mon public, les élèves, et donc
par extension les futurs citoyens et les enfants, les jeunes enfants, les adolescents, puissent de nouveau se regarder l'autre, tendre la main, passer par-dessus leurs préjugés, s'aimer. Et enfin c'est nul ce que je dis. Attends, je sais pas comment te dire. J'ai l'impression qu'en fait, si tu veux, actuellement, on n'est plus du tout dans l'humanité. Voilà. Que tout ça c'est en perte de vitesse, que les gens se cloisonnent derrière des murs, derrière des préjugés, derrière des fractures, derrière des faiblesses, derrière des souffrances, derrière tout ça, que les gens en fait ils s'isolent. Même plus communautairement parlant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui se regarde, plus personne qui s'aime. Voilà. Et le photojournaliste, lui, il redonne une humanité au monde parce qu'il montre la souffrance, il montre l'entraide aussi. Il montre le fait que tu es derrière la photo, mais tu peux y entrer à n'importe quel moment. Il montre qu'en fait, on est des êtres humains qui sommes capables, qui ont une force d'action, qui ont une force d'âme, et que tout ça, c'est possible que ça n'existe plus. Il montre ce qui existe, il montre ce qui est possible d'exister, il montre ce que tu peux faire, mais il montre aussi ce qu'il faudrait qu'il n'existe plus. Voilà. Et il génère chez toi une forme d'humanisme. Alors je sais qu'en ce moment, le mot humanisme, plus personne n'en veut. On veut plus parler du 18e, on ne peut plus parler du philosophe des Lumières parce que... Enfin voilà, tout ça s'est remis en question. N'empêche que je pense qu'il faut revenir... Alors il y a des fondamentaux chez l'être humain, mais vraiment... Hein, si il y a un fondamental quand même, c'est de se regarder quoi et de s'apprécier. Voilà. Et je pense qu'en fait, le photojournaliste qui propose, c'est ça. Sur toutes ces images. Il dit regarde le monde, regarde les autres. Regarde qui tu es par rapport à tout ça. Et si tu regardes, d'accord, c'est que t'es pas partie prenante. Et si t'es partie prenante du monde, t'as ton rôle à jouer. Et ton rôle à jouer, il peut être de plein de manières différentes. Voilà. Et il peut être à plein d'endroits différents. Parce que le photojournaliste, c'est pas le gars qui a un sac à dos, un chèche et qui va faire 4000 km pour te rapporter de l'exceptionnel. Hein. Enfin, je veux dire, il y a le juste à côté de chez toi. Hein. Le nombre de gens qui passent à 1 mètre de quelqu'un qui est une réalité et qui s'en cache. Voilà. Le photojournaliste, il couvre aussi ce qu'il y a juste à côté de toi que tu refuses de voir. Voilà, donc il éclaire le monde, le photojournaliste. Il met la lumière sur ce que tu n'as pas le droit de voir. Il met la lumière sur ce que tu ne peux pas voir. Il met la lumière sur ce que tu ne veux pas voir. Il met la lumière sur ce que tu vois mal. Des fois, il met la lumière sur ce que tu vois bien. Et voilà. Donc en fait, pour moi, c'est un livre ouvert, le photojournalisme. Et Visa pour l'image, tout particulièrement, parce que c'est une narration par la photo et le texte. Et le texte. Parce qu'il y a des mots sur les images qui accompagnent les images. Et il y a un travail exceptionnel qui est fait par les éditeurs aussi, quand ils publient, parce que la photojournaliste, ça publie. Voilà. On a été aussi amené à faire publier des livres. Hein. On a mis en contact un lycée, le lycée de Céret, avec Michael de Worplana, il y a 2 ans. Une professeure, Marisola, d'espagnol, et qui ont fini par publier un livre sur la retirade, avec les photos des élèves, le texte des élèves, qui ont interviewé, ça a été un travail énorme d'1 an, interviewer les dernières voix de cette retirade et qu'on publie un livre. Donc ils sont amenés aussi à faire de la publication. Merci Barbara pour cet échange qui a été très riche, très intéressant. Et du coup, on renvoie nos auditeurs sur le site du CIP. Oui. Du coup, je mettrai un lien en description de l'épisode. Et puis bon courage pour la fin de cette édition de Visa qui était incroyable. Pour avoir fait la semaine professionnelle il y a quelques semaines, quelques jours. C'était vraiment génial cette année encore, donc merci pour l'organisation. De rien. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas rater les prochains grands entretiens. Si vous êtes photographe professionnel et que vous souhaitez accéder à des ressources plus poussées pour vous aider à booster votre activité, j'ai préparé pour vous une boîte à outils numérique que vous pouvez télécharger en description de l'épisode. Je vous laisse découvrir tout ça tant qu'elle est encore disponible gratuitement et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.